ben, bienvenue dans ce second épisode du podcast Désacralisation. Bienvenue à toi, François Carlec, en tant qu'invité d'honneur sur ce deuxième épisode. Merci pour l'invitation. Oh bah de rien, et bienvenue à toi, Seb, aussi, en fait, c'est la première fois que tu fais ce podcast avec moi. Le premier, je l'ai fait avec JB et Antirouille, voilà. Oui, Toi, tu fais partie de Memento Mori, donc on est dans la même team, hein, voilà. c'est ça, tout à fait, Et ouais. donc notre invité, c'est François, voilà. Là, ce second épisode, il va être consacré du coup à du black metal, vu que, pour rappeler un peu le concept du podcast Désacralisation, c'est que on prend des albums de groupes de métal extrême, plutôt des albums de groupes qui sont pas les blockbusters, comme je dis, de la scène, donc tout ce qui est Nile, Cannibal Corpse, etc. En principe, ça sera pas discuté dans les épisodes de Désacralisation. Ça, c'est un choix tout à fait volontaire. Il y aura peut-être quelques exceptions sont prévues quand même. Voilà. Et donc le principe, c'est de prendre un album d'un groupe qui n'est pas un blockbuster du genre, qui est pas non plus forcément ultra secret, cryptique, c'est pas forcément le but non plus, et c'est de voir un peu cet album, quelle influence il a eu, alors dans le parcours des métalleux que nous sommes, ou tout simplement dans l'influence artistique qu'il a pu donner pour ceux qui l'ont écouté. Est-ce qu'encore aujourd'hui il y a des répercussions de cet album ou pas? Parce que évidemment le podcast s'appelle Désacralisation, donc on va casser du sucre sur le dos des groupes, hein, voilà. Non, ça c'est la blague, mais on va essayer d'avoir un regard un petit peu critique aussi. On n'est pas là pour sucer la bite des artistes, pour autant on est quand même là pour reconnaître leur travail et tout le mérite qu'ils ont à créer des albums, et même des albums qui des fois pourront paraître médiocres, peuvent paraître intéressants sur plein d'aspects, etc. Et donc on est aussi là pour ça. Voilà, moi le concept c'est que un épisode c'est un album. Ça permet de revenir pas forcément sur la carrière d'un groupe, mais plutôt sur un moment de ce groupe ou sur le groupe en général, voilà. Et on focus vraiment sur une de leurs œuvres en particulier, voilà. Là, le second épisode, ça va être consacré au black metal, et j'ai choisi, parce que c'est moi le boss du podcast, j'ai choisi le second album de BXN. Le second album de BXN qui s'intitule, il y a le mot Satan dedans. By the Blessing of Satan. By the Blessing of Satan, sorti en 2004, précisément. C'est ça. J'ai choisi cet album pour plein de raisons. La première, c'est que c'est un album que j'aime beaucoup de black metal. Je trouve que c'est un album un peu entre guillemets, on va jouer le jeu, on va dire, des true black metaleux, mais c'est un album pur de black metal. Voilà. C'est un album qui est sorti à une période où faire ce genre de truc, c'était pas si courant que ça quand même, parce qu'on voyait à cette époque apparaître tout ce qui touche au post-black metal. Donc c'est pas une scène, le post-black, que je maîtrise, hein, mais vers le début des années 2000, on voyait certains groupes qui commençaient à s'affranchir pas mal de ce qu'on appelle le true black, et déjà on peut remonter quand même dans les années 90 avec des groupes comme Limbonic Art, etc., qui faisaient des trucs assez barrés, et qu'on pouvait ne pas qualifier de true black metal, voilà. Et j'ai choisi également cet album parce que BXN, je trouve que c'est un groupe dont on parle entre guillemets assez peu, même s'ils ont leur réputation, enfin ils sont quand même relativement connus, hein. C'est pas du tout un groupe inconnu au bataillon. Ils commencent à avoir même une certaine discographie et à durer dans le temps. Et ce qui est très drôle, c'est que c'est quand même un groupe des premières heures de la seconde vague du black metal, mais qui, eux, ont commencé vraiment à produire à partir des années 2000. Voilà. Oui, ils ont eu du temps, ils ont fait beaucoup de démos dans les années 90. Ils ont fait 4 démos, dont je crois au moins une qui était sous leur ancien nom, parce qu'au début, ils s'appelaient pas vraiment BX. Ouais. Je sais plus comment il s'appelait d'ailleurs, j'ai oublié. Je le trouve, comment dire,
un peu dans l'erreur chronologique, on va dire, voilà. Et ça va permettre aussi, je trouve, de parler de qu'est-ce que c'est que le black metal, qu'est-ce que c'est que le true black metal. Moi, c'est une notion qui m'a toujours un petit peu posé problème, et j'ai l'impression que des fois, au fil de ma vie de métalleux, des fois je la comprenais, je l'épousais, et des fois je la rejetais. Et je trouve que c'est un album qui me renvoie toujours un peu à ces interrogations-là. Voilà. Est-ce que vous avez, est-ce que vous connaissiez du coup BXN? Est-ce que ça vous parle? Voilà. François, je te laisse commencer. Alors moi de mon côté, c'est une découverte sur le tard, parce que j'ai écouté beaucoup moins de black à partir de 2000, on va dire. D'accord. Et effectivement, il y a un temps de décalage, je trouve, avec cet album, parce qu'il sent le true black à plein nez, et il aurait dû sortir, je pense, en 96 ou 17. Et j'étais complètement passé à côté. Je l'ai découvert par un focus sur le black finlandais, par l'intermédiaire des éditions des Flammes Noires, en fait, qui avaient fait je crois, un livre sur le sujet. Et effectivement, j'avais découvert toute cette scène finlandaise que je connaissais très mal. Moi, en dehors d'Impal Nazaren ou Children of Bodom, j'allais pas bien loin sur ça. Ouais. Et donc, c'est une découverte sur le tard. Mais une très très bonne découverte. Alors effectivement, je l'avais écouté un peu rapidement. Là, je me suis beaucoup remis dedans du fait que tu fais un focus dessus. Et il a plein de qualités. Et je pense que moi, je l'aurais mis dans le haut du panier si je l'avais découvert à l'âge où j'ai le plus écouté de black, c'est-à-dire entre 16 et 20 ans, entre 96 et 2000, quoi. Et c'est vrai qu'il y a un vrai sujet sur cette espèce de décalage. C'est de la seconde vague tardive. Il y avait déjà des gens qui avaient un pied dans le poste, et eux, ils nous sortent un album qui, moi me fait penser à des Mysteries de Mayhem. Oui, d'accord. Okay. Ah ouais, moi je trouve, on en parlera plus en détail, mais musicalement, ça me fait vraiment penser à la seconde vague norvégienne. Oui, aussi, oui. Vraiment, ça m'évoque ça, quoi. Ouais. Moi, on m'aurait dit que c'était norvégien, j'aurais pas dit ah bon, comment ça Oui, pareil, ouais. Ça passe. Il y a un vrai goût, il y a un vrai parfum de Norvège, de Suède un peu, il y a du riff un peu mélo. Le grésillement des guitares, je trouve peut des fois faire penser à la scène suédoise un petit peu, et alors notamment au dev suédois, la HDMI 2 un petit peu. Enfin, moi je trouve, je vois un peu des parallèles, plus un côté un peu punk. Et là, je comprends pourquoi tu parles du premier album officiel de Mayhem, qui a un côté très punk en fait aussi, hein, dans les compos. Oui. Ok, d'accord. Après, pour moi, la comparaison, ça arrêterait là, mais on va en rediscuter. Du coup, Seb, toi? Ouais, bah pareil, un peu pareil que François. BXN, j'ai découvert sur le tard aussi. J'ai découvert ça au Hellfest en 2015, où il passait en plein après-midi là sous la Temple. Et j'ai raté ce concert-là parce que cette année-là, c'était une catastrophe au niveau des entrées. T'avais beau partir tôt, tu restais coincé 1 heure ou 2 dans les files d'attente. Et au final, le concert, je l'ai entendu de la queue pour rentrer. Donc j'étais un peu déçu et j'ai pas creusé par la suite le groupe. J'ai pas creusé. En gros, j'ai écouté l'album pareil pour le podcast. Et effectivement, je peux comprendre que pour ceux qui ont découvert l'album à l'époque, qu'il soit marquant et important, c'est vrai. Et moi, c'est vrai que j'ai vu ça un peu comme, pareil que François a dit, c'est vraiment, on est dans cette espèce de prolongement de la deuxième vague. Ouais. Là où tous les autres commençaient à, pas édulcorer le son, mais à chercher, à aller dans d'autres, garder le black, mais aller dans d'autres sphères, dans l'avant-garde, dans le post, à élargir un peu le spectre. Eux étaient dans le trou, justement, trou black. Et en fait, j'ai un peu fait un parallèle avec deux groupes qui ne sont pas tout à fait dans le même style non plus, mais qui sont comme eux, comme BXN qui a sorti son premier album en 2000. D'accord. Tu prends Watain a sorti son premier album en 2000 aussi. Shining suédois, pareil. C'est des groupes en fait qui a eu la première vague dans les années 80, la deuxième avec les Norvégiens dans les années 90. Et là, c'est un peu comme une espèce de nouvelle vague qui arrive, la nouvelle garde, même si ces groupes-là ont été fondés en 90, dans les années 90. Et ben ils sont tous arrivés en 2000 avec leur premier album, et c'est des groupes marquants et importants.
Et du coup, tu vois Watain par exemple, qui ont à Suédois, l'époque Watain, où c'est ça? suédois, ouais. Tu vois, BXN sort en Oui. 2004 By the Blessing of Satan. Mhm. Watain en 2003, Casus Luciferi, qui pour moi est leur meilleur album aussi. Ouais. Shining qui arrive en 2002 avec son 3e opus et qui va monter crescendo aussi. Des groupes marquants. Il y a une nouvelle vague qui arrive pour moi. C'est une nouvelle vague qui a fait peut-être moins de bruit que la deuxième, mais qui s'est construit et qui après a explosé Ouais. fin 2000, début 2010. C'est devenu des grands noms, quoi. Et BXN, par contre, on en a peut-être moins parlé, effectivement, que ces groupes-là. Et BXN arrive un peu à un moment où, pareil, en Finlande, t'as les Beherit, les Impale Nazarene, désolé pour l'accent anglais. Beherit, bon, c'est terminé, ils font plus rien. Impale Nazarene, bon, ça tourne, ça sort des disques, mais on va dire que le gros succès est derrière eux, quoi. Enfin, les gros albums. Ouais. Alors pour rebondir sur Beherit, je trouve que c'est un groupe, ça revient toujours énormément. On les considère comme des avant-gardistes, on les considère comme vraiment de vrais créateurs. J'ai assez peu entendu parler de BXN en ces termes. Je trouve que Beherit, ils ont des éloges à n'en plus finir, ce qui est pas forcément le cas de BXN. Et j'ai lu d'ailleurs BXN des chroniques assez sévères sur les albums post By the Blessing of Satan. On va y revenir. C'est intéressant, ce que tu dis sur le fait que finalement, c'est peut-être une comète parmi toute une constellation d'une nouvelle vague black metal qui a fait beaucoup moins parler d'eux. J'imagine pour plein de raisons, et une des premières que j'attribuerais, c'est que au début des années 2000, le black metal il évolue et eux ils sont plutôt dans une position un peu conservatrice en fait musicalement. Et ce qui est intéressant, alors François a cité l'ouvrage aux éditions des Flammes Noires, c'est un ouvrage que je n'ai pas et que je n'ai pas lu. The Devil's Cradle. Voilà, super. Une vraie bible du black finlandais. Yes. Donc moi, c'est vrai que je me réfère pas, malheureusement pour moi, évidemment, à cet ouvrage qui a l'air extrêmement complet quand j'ai vu le résumé, tous les noms de groupes, etc. qui citent. Et mon interrogation, c'est vrai, c'était aussi de réfléchir avec vous si BXN avec cet album, il incarnait le black metal finlandais ou finalement pas du tout, où il pouvait être représentatif de ce qui se faisait à l'époque dans ce pays et être marqué de ce saut black metal finlandais, pas uniquement par l'origine des groupes, mais par la musique en elle-même, si elle avait une spécificité particulière comme le death suédois, comme le death metal floridien par exemple, etc. Et ça, c'était mon interrogation. J'ai pas forcément la réponse là tout de suite. Peut-être que vous l'avez beaucoup plus que moi. Moi, pour le moment, cet album, je trouve qu'il incarne plus le true black metal entre guillemets international, c'est-à-dire tel qu'on peut se représenter le true black metal dans toutes ses caractéristiques musicales. Et donc, je ne sais pas si en dehors de la provenance, il fait vraiment partie d'un terreau de signature musicale propre à un pays. Voilà. Il a marqué quand même l'époque, parce que c'est quand même un album qui s'est écoulé, d'après le bouquin, il disait à plus de 10 000 exemplaires, ce qui n'est pas rien pour un album de ce style-là, quoi. Parce qu'on est quand même dans quelque chose de sauvage. Ouais. Donc, justement, je vous propose qu'on aille un peu dans le vif du sujet. BXN, donc vous l'avez soit écouté, soit réécouté là pour cet épisode. Qu'est-ce que vous en avez pensé, vous? Alors moi, je voudrais revenir sur certains trucs que vous avez dit. Premier point sur l'aspect signature finlandaise, on va dire. Alors, de mon point de vue, ils sont pas dans un moule vraiment finlandais dans le style, parce que pour moi, vraiment, l'archétype, ce serait un groupe comme Zai Serpent, je sais pas si vous voyez, ou Moonsoro, carrément. Des groupes qui ont en fait qui ont une approche de la mélodie qui est assez presque festive, enfin un sens de la mélodie qui est quand même très très développé et pagan un peu dans certaines approches un peu folk, un peu folk mais même sur du black, ça Serpent, ça rigole pas sur les 3 albums, mais on n'a pas du tout ça dans BXN. BXN, on a vraiment l'impression que c'est un très bon écolier, mais je pense d'une vague norvégienne. Au même titre, on a
parlais de Watain tout à l'heure, très très bon écolier de la vague suédoise, quoi. Watain, pour moi, c'est les successeurs de Dissection, mais vraiment. Complètement. Et en fait, c'est très exigeant. C'est très exigeant parce qu'un album qui sort comme ça en 2004, alors qu'il y a quand même beaucoup de choses qui ont été faites dans le style, soit il passe complètement inaperçu, soit il est très 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 bon et il donne envie d'y revenir. Et je pense que cet album, honnêtement, est très très bon parce qu'il ravive la flamme et il donne envie de l'entretenir. Ouais. Mais pour moi, il va pas du tout dans le moule. Pareil, Children of Bodom, moi je les mets très très haut dans le finlandais, même si c'est pas du black pur et dur. Mais tu vois, il y a des mélodies, c'est du néoclassique en fait. Ah oui, bah oui, Mayo était vraiment. Ça part dans tous les sens. Ouais. Et pour moi, non, ils se démarquent, ils font leur truc bien, mais est-ce que c'est vraiment leur truc à eux, voilà, ou est-ce qu'ils ont complètement compris les codes et ils se sont parfaitement appropriés. C'est là qu'il y a le sujet de désacralisation. Est-ce que le truc est sincère ou est-ce que c'est putain les gars, on a compris tout comment ça marche. On a le petit manuel du bon blaqueux et on va vous faire un truc qui déboîte. Mais tu vois, avec le dictionnaire des synonymes et le truc qui va bien pour faire toutes les paroles qui vont dans le cadre aussi, s'attendre dans le texte, une image, une couverture de mauvaise qualité. En noir et blanc. C'est parti. Ouais. En noir et blanc, un peu moi, c'est vrai que j'ai une réédition de l'album. Alors, ça reste tout pourri l'image, mais je trouve que la mise en place, on va dire, des différents éléments est un peu mieux que l'original. La pochette originale. Ils ont mis le titre là, alors qu'avant c'est sur le côté dégueulassement. Enfin voilà, il y a 2-3 trucs, ils ont recentré l'image un peu. Bon voilà, il y a 2-3 trucs. Ouais voilà, ça c'est. Voilà. Et tu vois, même que le nom du groupe soit moins lisible, moi je trouve que ça limite ça colle mieux en fait avec. Ouais. Donc c'est un peu moins dégueulasse, mais ça reste, et puis ça reste très commun, mais ça on le verra. C'est la grande critique que j'ai à formuler moi sur ce groupe et cet album. Voilà. Seb, du coup, c'est peut-être aussi ils étaient jeunes aussi à l'époque, donc leurs influences premières, le chanteur Torog. C'est le leader du groupe avec Horns. Et lui, il a découvert le black metal avec Impel Nazarene à un concert. Il s'est pris ça dans la gueule à l'époque. Et on le remarque dans sa voix. Moi, la première écoute de cet album, dès le premier titre, j'ai dit, c'est Mika Luttinen. c'est un clone vocal de Mika Luttinen. Mais c'est pas que ça. C'est vrai pour le premier titre. Après, sur les autres, ça évolue un peu quand même. Mais on voit que le gars était quand même très marqué par ça. Et après, tout ce qui a été l'école norvégienne, il le cache pas. On le lit dans le bouquin. C'est vrai que il a été très influencé par ça aussi. Ouais. Alors, et ça se voit, ça se ressent. C'est marrant parce que les membres, ils font tous partie de plein de groupes. Alors Hans a fait partie du premier groupe, du premier nom de BXN. C'est un ex de Sargeist aussi. Ouais, c'est ça. Hyper intéressant. Sargeist, pareil pour Osterog, donc vocal, ex de Sargate, voilà. Il y a les autres. Alors ils ont une liste longue comme le bras. Alors ça c'est il y a des mecs de Horna qui sont passés par là aussi. Ouais. Et le premier groupe, leur premier nom c'était Lords of the Left Hand. C'était comme ça que s'appelait BXN avant, pour la première démo. Lord, j'y arriverai pas à le dire. Ouais, tout à fait. Les seigneurs de la main gauche. Voilà, c'est ça. C'est mieux comme ça, c'est plus facile. Et alors moi, je sais pas, j'ai vu un côté. Alors c'est un truc ésotérique, la main gauche, mais j'ai pas pu m'empêcher de me dire tiens, ils connaissent Untombed aussi, mais bon voilà, ça c'est moi. Voilà. Alors du coup, moi j'adore cet album. Après, très clairement, je l'aime beaucoup. Je l'aime beaucoup dans sa non-originalité, mais dans tout le côté bon élève que tu décrivais, François. C'est-à-dire comment ils peuvent faire du true black metal, mais peut-être même, pour moi, à titre personnel, même mieux que certains true black metaleux. Je pense à Darkthrone en disant ça, j'aime beaucoup Darkthrone, mais je trouve que quand je prends un Transylvanian Hunger, etc., c'est bien, mais il y a un côté très monolithique et assez linéaire qui se dessine, et je trouve que BXN avec cet album, par exemple, ils esquivent totalement ça.
en fait. Complètement. Et pourtant ils sont très bourrins, ils ont des rythmiques basiques aussi, mais par contre le jeu de guitare je le trouve beaucoup plus intéressant parce que je le trouve aussi hypnotique, aussi violent et en même temps plein de petits détails où là il va y avoir un jeu de guitare complémentaire où l'une va un peu faire un peu plus mélodique quand l'autre va faire un grésillement sonore en fond. Enfin, il y a ce jeu qui revient à chaque compo que je trouve quand même super et les moments aussi où où ils décident d'arrêter d'accélérer en fait, je trouve qu'ils s'en tirent super bien là sur les riffs et sur la création de l'ambiance. Là il y a quelque chose qui marche alors que pour moi dans d'autres groupes c'est des moments qui peuvent m'ennuyer. Voilà, parce que moi Là, je suis un nerveux au niveau musical, faut que ça, le doom et tout, j'ai quand même beaucoup de mal. Donc si tu ralentis, c'est que là t'as quelque chose à déployer d'intéressant, voilà. Et je trouve que c'est ce qu'ils arrivent à faire. Et finalement, qu'ils soient dans le my tempo ou dans les accélérations, ils ont toujours quelque chose à proposer qui renouvelle à chaque fois. Justement, c'est vrai, ils ont l'intelligence d'apporter des variations. C'est pas que du bourrinage tout le long et la sauvagerie. T'as des moments plus mid-tempo, comme tu disais. T'as beaucoup de mélodies, des passages un peu plus calmes par moment pour te refoutre dans la tronche derrière. Ouais. Mais c'est assez bien foutu, justement. C'est construit intelligemment. Ouais, tout à fait. Et tu vois, François, tu te posais la question, est-ce que c'est juste de bons élèves qui veulent faire comme les autres, ou est-ce que il y a une forme de, dans le black metal en plus, notion finalement plutôt importante, ce qui est paradoxal, mais une sorte de foi et d'intégrité. Moi, je pense qu'il y a une véritable intégrité artistique quand je vois tout le soin qu'ils mettent à composer les riffs. C'est des riffs pour moi qu'ils ont pas pu sortir en une après-midi de répète et on s'est dit tiens on va garder ça comme ça, etc. Je sens pas quelque chose de bâclé, je sens pas quelque chose qui parce que ils font du black metal, du true black metal, ils en profitent pour du coup au lieu d'épurer, simplifier et devenir vraiment basique. Et ça, c'est quelque chose qui, pour moi, tout à leur crédit et tout à leur honneur, c'est que, certes, on verra au niveau du son, etc. Là, j'ai quelques petits griefs, mais c'est pas parce qu'ils ont un son entre guillemets black metal, pour moi pourri, voilà, que du coup ils en profitent pour pas mettre des détails et enrichir leur jeu, voilà. Et ça, c'est là où pour moi cet album il est d'une immense force. L'autre force, et ça c'est plus personnel, j'aime beaucoup leur premier album, mais j'ai beaucoup de mal à l'écouter du fait de la voix. On dirait un crapaud. Ça fait on dirait un peu, ça fait penser à Immortal un peu ou Inquisition, les débuts d'Inquisition. Et je peux pas m'empêcher de rigoler. Ça me sort du truc vraiment. Je me dis mais vraiment tu penses effrayer les gens, enfin bon, voilà, il y a quelque chose comme ça. Tandis que là avec cet album où il décide aussi de prendre des fois une voix death metal assez caverneuse, je trouve que là il y a un côté invocatoire, je sais pas si ça se dit d'ailleurs, qui marche vraiment tellement bien. Là, je les sens vraiment pleinement possédés. Tu sais qu'ils ont du mal avec leur premier album eux-mêmes aussi, hein, parce que la prod apparemment c'était catastrophique. Ils ont enregistré ça avec un mec qui ne connaissait pas le métal, et du coup ça s'en ressent quoi. Je la trouve pas plus catastrophique que celui-là. Ouais. Mais par contre, c'est la voix. Les compos sont super bonnes sur le premier album. Ouais, les compos sont bonnes. Vraiment, pas de problème. Mais oui, tout à fait, ils étaient pas du tout contents. Et d'ailleurs, je crois qu'ils se sont engueulés avec le label. Et d'ailleurs, ils disent dans une interview accordée à un fanzine que l'enregistrement a pas été simple by the Blessing of Satan non plus, hein. Ouais. Que c'est quand même des œuvres, ils ont accouché dans la douleur. Alors, relatif, hein, bien sûr, mais c'est pas évident, quoi. Et ils revendiquaient beaucoup ce côté un peu mais nous on fait ce qu'on veut faire et on emmerde ceux qui nous aiment pas, qui nous écoutent pas, un peu le discours qu'on a de la plupart des artistes, black ou pas, mais chez le black metal vraiment beaucoup. Et il y a un peu ce côté effectivement scolaire, mais quand même excellent élève, et puis surtout un élève qui récite son cours parce qu'il a apprécié le cours et pas parce qu'il veut des bonnes notes.
Et là, c'est là où moi, désolé si la métaphore est un peu, voilà. Mais je trouve que c'est vraiment des passionnés pour faire de la dentelle comme ils font, ne serait-ce qu'au niveau du jeu de guitare, pour décider de mettre un chant growl death pour un peu varier par rapport au premier album et apporter une variation supplémentaire dans les compos. Moi, je trouve que c'est pas simplement que des bons élèves, c'est des gens qui sont marqués par la musique du black metal et qui veulent faire ça et qui veulent recréer cette intensité-là. Voilà. Après, pour les défauts, moi, mais ça, c'est le défaut général du black et c'est là où cet album il est intéressant. C'est quand même très mal enregistré. Voilà. Ah, tu trouves? Ça va, je trouve ça colle. C'est pas gênant. Alors voilà, c'est là tout le truc, c'est que c'est pour moi plutôt cohérent avec ce qu'ils apportent dans leur esthétique et dans leur message entre guillemets, même si je trouve qu'il n'y a pas beaucoup de messages, mais c'est cohérent. En soi, on peut pas venir leur reprocher ce son-là. Ouais. Mais moi, ce que je trouve très très dommage quand même, c'est que je me dis que un son un peu plus droit, ça n'aurait pas du tout fait basculer l'album dans un truc stérile, un truc trop moderne, etc. Et moi, je compare souvent cet album, François, tu te souviens, on en a parlé, avec leur dernier en date, celui de 2016, The Poisonous Path, qui ressemble un peu à celui-ci, un peu moins énervé, avec un peu plus d'arrangement et un son aussi plus ample, plus moderne entre guillemets, mais qui a quand même un grain, qui reste quand même un son black metal. Et moi, je le trouve beaucoup mieux en termes de son quand même, ce dernier album de BXN, où je trouve qu'ils embrassent une modernité tout en faisant quand même ce qu'on peut appeler du true black metal sans souci. Et là, j'ai un petit problème avec ce son, pas dans le sens où il me déplaît, où je me dis mais dans le sens où je me dis c'est dommage. C'est dommage vu la potentialité des compositions. Voilà. T'as découvert cet album à quelle date, Robin? C'était il y a 3 ans. Alors, est-ce que du coup, peut-être que si tu l'avais découvert à l'époque, ce son t'aurait peut-être moins dérangé? Ouais, oui, alors, non. Non. Non, parce que dans mes critères à moi personnels, hein, je trouve que la prod, mais moi par exemple, avec mon groupe, on avait fait un album, la prod, elle m'emmerde toujours autant. C'est-à-dire, je me dis, merde, là, ça manque la batterie trop haute, guitare trop faible, etc. Et du coup, je pense que dans mes critères personnels, le son black metal, le son raw, le son true black metal m'a toujours un peu emmerdé. Surtout que il y aura un groupe qui aurait fait ça et les autres auraient pas suivi entre guillemets. Ok. Mais là, il se trouve que c'est aussi la signature d'un genre et d'une intention artistique qui échappe à la personnalité des musiciens. Et c'est ça qui m'embête un petit peu, et c'est là où cet album il est intéressant. Il arrive en 2004 et les mecs ils sortent ce son. Sauf qu'en 2004, il y a des groupes, Arcturus et j'en passe, caricaturés, hein, mais Jimmy Burgir, Cradle of Filth, pas le même genre, mais qui ont décidé, eux, de passer quelques paliers et de se saisir des technologies et de l'évolution des enregistrements. Ça leur a plutôt réussi globalement, voilà, même si pour Jimmy Burgir, en termes de qualité, moi, il y a eu une descente qualitative en soi, mais par contre, le son, des fois, il jouait trop plastique, d'accord, mais si on nuance, il n'y a pas de raison. The Poisonous Path de BXN en 2016, pour moi, c'est un exemple typique qu'on peut réussir à faire un album de true black metal sans pour autant dégueulasser son son, volontairement. Voilà. Que toi, le côté true du son, en fait, il t'aurait aussi gêné si c'était sorti à l'époque où tout le monde faisait un son comme ça, et que tu vois pas bien ce que ça apporte, on va dire. Tu parlais de l'album qui est plus récent, qui pour toi, une identité et tout, et qui perd pas à avoir un son pas terrible.
Donc pour toi, ça n'a aucun intérêt, surtout s'ils l'ont fait volontairement, mais on ne sait pas. Après, Tu disais que les conditions d'enregistrement étaient peut-être pas top aussi. après pour ma défense, Voilà. moi je viens du death metal et un de mes dieux c'est Scott Burns. Scott Burns qui était très décrié dans la scène seconde vague black metal norvégienne, justement parce qu'il arrivait à ciseler le son, enfin peut-être pour d'autres choses d'ailleurs, je ne sais pas. Mais oui, effectivement. Donc c'est vraiment à titre personnel. Moi, je sais que cette critique-là, elle va pas forcément être entendable par d'autres qui vont dire que justement, ça participe à l'intérêt du black metal et que le black metal s'est trahi le jour où il a voulu travailler un peu plus professionnellement son son. Pour ma part, en tout cas, j'interroge grandement en 2004 l'intention d'un groupe aussi satanique soit-il, de faire le son que l'album possède là. Ouais, c'était peut-être un peu une réponse aussi par rapport à l'évolution du black à l'époque. Hein. Ça partait un peu dans tous les sens. Ouais. Ça allait chercher un peu partout. Donc certains voulaient ramener un peu l'église au centre du village et peut-être pousser un peu le curseur de ce son peut-être un peu dégueulasse. Et pas, c'est peut-être aussi ça. C'est montrer non, nous on est des vrais, on fait du trou. Il y avait un peu cette espèce de guéguerre, t'es pas un trou, t'es un trou. À cette époque-là. En 2004, oui, c'est vrai que la scène black metal, c'est là où cet album, c'est vraiment pour moi presque un album de réactionnaire, hein, pas forcément au sens politique, mais au sens culturel. Dans ce qu'ils ont voulu faire, c'était pas faire ce qui se faisait à l'époque et qui devait très certainement entendre d'ailleurs. Oui, c'est ça. Donc, un peu comme des groupes comme Tokyo aussi, pareil. C'était ouais. Faire du trou, quoi. Voilà, montrer qu'on est des vrais gardiens de la flamme. Oui. Et tu vois, on discutait, on se moquait gentiment de la pochette d'album. Mais je trouve qu'elle a un peu ce truc, c'est un sacerdoce quoi. C'est-à-dire qu'elle a vraiment ce truc de faut placer Satan déjà, voilà. Déjà. Comme ça. Béni par Satan globalement. Ouais. La croix à l'envers en mode pape, le pape négatif quoi, le négatif du pape. Et puis quand on regarde les paroles, voilà, il y a Satan tout le temps quoi. Ah bah oui, soit t'as black metal, soit t'as Satan, sataniste. Oui, voilà, et bon d'accord, très bien, c'est super les mecs. Mais vraiment, je trouve que la proposition, si on se place d'un point de vue intellectuel et philosophique, elle est assez pauvre là pour BXN. Et pour moi, c'est peut-être une des raisons du fait que ce groupe a été aussi un petit peu oublié des fois. C'est que finalement ils se placent dans une forme de tradition sans apporter leur truc, parce que Deathspell Omega pareil, hein, sont sataniques entre guillemets, mais par contre ce qu'ils ont apporté c'est une connaissance ultra précise et assez profonde des concepts bibliques, des concepts du christianisme. Et donc ils sont venus apporter cette érudition en fait. Là, BXN sont pas plus érudits que moi, que ce soit en termes d'ésotérisme ou pas, en termes de satanisme ou pas. On sent bien que y a un côté un peu, je trouve, superficiel. Alors, quand je dis superficiel, c'est pas que les mecs y croient pas ou que ça leur tient pas à cœur. C'est que on sent bien que c'est pas non plus un traité philosophique ou théologique. Il y a pas ça chez BXN. Or, dans le black metal, il y a un peu toujours cette volonté de vouloir aussi se présenter des fois comme un peu intellectuel face aux concepts qu'ils vont manipuler, etc. Et là, en BXN, pas du tout, hein, vraiment, il y a pas de ça du tout, quoi. Alors, c'est le côté... Ils ont évolué par la suite, quand même. Ouais. Ils ont lâché un peu le côté Satan pour aller plus vers la religion et dans son ensemble. Et pas forcément le truc d'ado sataniste tout à fait. Du début. Ils sont devenus un peu plus mystiques, alors toujours sombre, toujours Satan quelque part, il est jamais très... Oui, bien sûr, il est toujours là, mais effectivement, avec des paroles un peu plus auréolées de mystère, un peu moins caricatural du genre aussi, quelque chose d'un peu plus sombre finalement, et d'un peu moins kitsch. Cet album, est-ce que vous avez déjà entendu des groupes le citer ou citer le groupe BXN comme influence? Est-ce que... Moi, non. Ouais. J'ai pas l'impression que l'influence a été
a été grande, dans le sens où ils sont tellement dans une tradition que finalement ils emboîtent le pas à un mouvement qui était déjà là depuis quelques années. C'est ça. C'est un peu dommage aussi parce que je trouve que leur reconnaissance, elle passe, la reconnaissance de leur travail de composition et de musiciens, du coup, elle passe un peu à la trappe aussi. Complètement. Parce que c'est un groupe qui est vraiment talentueux. Hein. Ouais. Les constructions des morceaux sont quand même bien foutues. Il y a de la recherche, malgré le fait que ce soit du true black. Il y a quand même une recherche dans les mélodies, dans les rythmiques aussi, et puis les variations. Donc franchement, c'est vrai que il passe un peu à côté. Le fait d'être catalogué true black et d'être un peu dans le cliché Satan. Certains doivent passer à côté, comme moi à l'époque. Hein, je suis complètement passé à côté, mais dommage. Je veux dire, j'aurais bien à l'époque, j'aurais complètement accroché au truc. Le podcast a permis que je rattrape le temps en marche. C'est un album qui est remarquablement composé. Il y a déjà, on en parlait tout à l'heure, tu parlais du côté lassant de Transylvanian Hunger. Transylvanian Hunger, c'est un album qui est basé avant tout sur les ambiances. La batterie, elle est d'une linéarité absolue, quoi. Enfin, c'est un album de blague pour s'endormir, en fait. Ouais, c'est un peu baillé, effectivement. Ça ne fait que blaster. Là, le jeu de batterie est hyper intéressant sur cet album. Il y a un côté, alors moi, ce que j'appelle la batterie disco. Alors, la batterie disco, c'est quand t'as la cymbale qui va très vite, qui fait des trucs en 4 et qui fait et t'as un côté super sautillant, tu vois. Oui, sur le deuxième morceau, t'as cet effet-là. T'as cet effet disco chez Satyricon deuxième période, sur du Volcano ou du Diabolical Now. C'est hyper accrocheur, c'est vraiment bien exécuté et puis c'est en place aussi. T'as quand même le son est pas terrible, mais la batterie elle est pas aux fraises. C'est pas bateau, quoi. Il prétexte pas d'avoir un son pourri pour mal jouer ou être ou laisser passer des choses en se disant de toute façon à l'enregistrement ça on n'entendra pas. Non. En fait c'est assez bien agencé, puis sur ma superposée c'est le mix et la dynamique globale en fait qui est un peu limite, et puis le grésillement permanent. Et c'est vrai que tu as une guitare qui fait vraiment un grésillement de fond ça fait tout mal. le temps, et une autre qui fait plus de mélodie. Oui. Et c'est vrai que là, il y a un truc, ça n'aère pas l'oreille. C'est-à-dire que c'est un album qui quand même, t'as pas forcément envie de faire replay une fois qu'il est fini, même s'il est très très bon. Parce que ça fatigue un peu l'oreille, quoi. Enfin, je sais pas ce que vous en pensez, mais je pense ça saute un peu. Oui. Alors moi, tu vois ce concept d'avoir de belles mélodies cachées derrière un son pas avenant, on va dire, ou désagréable, c'est quelque chose qui me plaît théoriquement, mais dans la mise en place, je trouve que c'est toujours très casse-gueule finalement. Mélodie noyée dans le mix qui se révèle au bout d'une certaine écoute, j'ai connu, j'ai quelques exemples même dans le death metal, etc. Et on est très content, on a l'impression d'avoir trouvé un peu un trésor et d'avoir compris les intentions finalement du groupe. Mais plus je vieillis et plus je me dis mec, il n'y a pas de secret à avoir. Si t'as envie de faire de la mélodie, d'avoir une force mélodique, assume-le, quoi. Et puis dans les arrangements, etc., tu verras bien comment tu peaufines tout ça et comment t'apportes un peu plus de subtilité. Et je trouve que les groupes de ce genre-là ont des fois tendance à confondre subtilité, complicité créée avec l'auditeur et sont handicapants, en fait. Voilà. Après, c'est un peu la notion de il faut le mériter, tu vois. Pour comprendre ma musique, il faut un peu passer outre le mur de son incompréhensible. Moi, ça me fait penser au premier Emperor, mais même pas forcément l'album, mais même les démos. Même les démos où en fait Emperor au début avait un son quand même particulièrement dégueulasse au niveau des guitares, et il fallait plusieurs écoutes avant de capter ce qui se passait. Même le chant me fait un peu penser à Emperor aussi, au premier. Le côté très nasillard et assez monocorde en fait. Son chant n'est pas ultra varié quand même. C'est un petit point faible de l'album, j'aurais tendance. Mais tu vois, moi je trouve, surtout si je le compare au premier album, je trouve que le chant est beaucoup plus varié, où on a tout d'un coup cette espèce d'influence death metal. Alors je sais pas si ils se sont dit tiens, on va mettre une pointe de death metal dedans, ou si c'était juste parce que ils avaient un peu envie de varier le propos, mais ce chant, moi il me
plaît beaucoup parce que justement, je le trouve pas linéaire en comparaison au premier album. Alors, moi là où je suis pas d'accord avec toi, c'est qu'effectivement le chant black, moi je le trouve très linéaire. Par contre, la superposition avec un chant plus grave, parce Ouais. qu'il y a pas mal de superpositions. Ouais, Je sais pas comment ils mettaient ça en place d'ailleurs, s'il y avait un bassiste qui chantait ou je sais pas comment ils s'organisaient. Mais ça, oui, je suis d'accord avec toi que ça rend bien. Mais s'il y avait eu que le chant purement en black, il est un peu bon, je sais pas, moi je trouve qu'il est un peu limité. Il y a un gros point sur cet album dont on n'a pas parlé et qui me fait penser à des Mysteries de manière un peu alambiquée. Ah oui, on va en reparler. On va parler de la même chose, je pense. Ben moi, c'est la basse, en fait. Ah oui, d'accord. C'est la basse. Après, il y a les ambiances, il y a tout ce qu'on veut. Il y a les morceaux un peu mid-tempo aussi. Moi, je trouve que il y a 2 morceaux assez atmosphériques, on va dire, vers la fin d'album. Oui, vers la fin, le dernier morceau principalement. Et il y a ce côté un peu lancinant qu'on avait aussi dans du black de l'époque. Mais ils ont une basse qui a un vrai rôle. Moi, c'est vraiment un instrument que j'adore, la basse. Et dès qu'il y a un groupe dans le black où elle s'entend, pour moi, il gagne. Il gagne plein de points sur ma note si je devais les noter parce qu'elle raconte quelque chose. Et elle est plutôt pas trop mal mixée et elle a un son plutôt sympa, plutôt assez rond et qui vient dégueulasser l'ensemble et le désaturer. C'est-à-dire tu ne prends pas que des aigus dans la tête et tu as une rondeur un peu qui vient compléter des harmoniques. Et elle est vraiment bien fichue, cette basse. Et je trouve que la section rythmique batterie-basse, c'est vachement intéressant dans ce qu'il propose. Ouais, pour tout le mal que j'ai dit de la prod, je suis d'accord avec toi. Alors, c'est pas venu forcément à la première écoute, parce qu'en plus, moi, je suis plus sensible aux riffs de guitare. Enfin, je suis vraiment un métalleux bof sur cette question-là. Mais par contre, une fois que j'avais capté la basse sur cet album, je m'étais dit, ah, c'est dingue. On a un son dégueulasse, mais on a une basse qui s'entend. C'est incroyable. Ça veut dire qu'ils sont pas allés au bout de la démarche de tout dégueulasse. C'est ça. Alors, est-ce qu'ils sont pas allés au bout ou est-ce que justement ils étaient dans l'hyper maîtrise et ils voulaient un son dégueulasse complètement volontaire? C'est pas dû à un manque de matériel, etc. Mais par contre, ils voulaient pas négliger certains instruments, dont la basse. Moi, je pense que c'est surtout que c'est bien composé et qu'en fait, comme la basse raconte sa propre histoire, quel que soit le son, en fait, tu l'entends parce qu'elle n'est pas juste en train de doubler les guitares. Et donc, ton oreille, au bout d'un moment, capte que, il y a un instrument de plus qui fait autre chose, quoi, tout simplement. C'est assez polyphonique, quoi, entre les deux guitares, chacune leur rôle, et la basse qui fait son truc. Tu as 3 voix, là où certains groupes, ça va être monolithique avec 2 guitares qui font la même chose et une basse qui les suit, quoi. Il y a une richesse, vraiment, dans ce qu'ils font. Pour faire le parallèle avec Mayhem, on faisait tout à l'heure aussi, pour des Mysteries, toujours. On va parler de Mayhem après, là, les mecs. Le troisième morceau, là, je vais pas le lire parce que c'est en finnois, donc j'ai pas envie de vous faire saigner les oreilles. À la première écoute, je me dis, c'est Freezing Moon. C'est Freezing Moon. Mais et avec pareil, avec ce chant très criard, beaucoup plus proche de Maniac que d'Attila, effectivement. Et bon, après, à la réécoute, tu vois que c'est pas ça, mais bon, le premier truc qui vient à l'oreille, il y a quand même des passages, on voit l'influence, elle est quand même pêchée chez Mayhem, et particulièrement cet album-là. Ouais, comme on disait, est-ce que c'est un groupe qui peut être caractérisé, et surtout cet album en particulier, comme un album de black finlandais où finalement on n'a pas affaire à une forme peut-être de bilan ou de point d'orgue aussi de ce que le true black metal a pu proposer. Moi, je le vois un peu comme ça. Le dernier, peut-être, alors il y aura des gens pour me contredire évidemment, et tant mieux, mais le dernier véritable album de true black metal qui ferme le livre, quoi. Le dernier chapitre, voilà, c'est bon. Le genre a dit tout ce qu'il avait à dire d'intéressant. Maintenant, il peut évoluer, le post-black déboule en force, etc. Je le vois un peu comme un crépuscule de ce genre aussi, cet album. Après, je sais, même là, récemment, j'ai découvert un groupe, ils font du true black metal, l'album est sorti en 2024, c'est super bien, pas de problème. Donc, quand je dis crépuscule, c'est évidemment relatif. Oui, il en sort encore des tonnes qui font ce style-là. Mais on va dire celui-là est marquant. Et il y a un côté synthèse un peu, effectivement,
de ce qu'on peut proposer. On a le son pourri, tout en ayant la recherche mélodique, tout en ayant quand même dans ce son pourri basse audible. On a une batterie, comme tu l'as dit, qui est assez intéressante, qui est à la fois brutale et assez primitive aussi, tout en étant technique et carré. Et finalement, dans le black metal, tu peux retrouver tous ces éléments dans les années 90 aussi, et y compris dans ce qu'on appelle le true black metal. Et du coup, je me dis, ouais, là, ils ont pondu la conclusion d'un genre ou sous-genre qui ne manque pas de panache. Voilà. Je suis d'accord avec toi. Maintenant, parler à Mayhem et tout. Alors, moi, je suis pas spécialiste de Mayhem. Hein. Voilà. C'est pas un groupe que j'affectionne aussi. Donc, je pense que j'ai un petit manque culturel aussi dans ma connaissance du groupe. Il y a un album en particulier que j'aime bien. C'est celui des années 2000. Là, c'est Chaos. Ah, merde. Ordo et Chaos. Ouais. Ordo Chaos, je l'aime beaucoup. Mais parce que je le trouve vraiment bizarre. Pour le coup. Ah oui, il est bizarre, oui. Et là, cette originalité, elle m'a plu. Et quand j'ai écouté d'autres albums de Mayhem, je retrouvais pas du tout ce côté étrange. Bon, Mystery Satana, j'ai même plus le nom complet. Hein. Des Mysteries d'Homme Satana. Voilà, désolé si vraiment je blasphème. C'est un album que j'ai pas aimé parce que j'ai vu du punk mais c'est ça, hein. Déguisé. Et alors là, il y a un truc qui m'a arrêté. Alors j'ai rien contre le punk, hein, même musicalement, ça dépend des groupes évidemment, mais c'est pas de base une proposition vers laquelle je vais courir. Mais alors en plus, avec toute la prétention du black metal, c'est-à-dire des punks qui savent pas qu'ils sont punks et qui se pensent autre chose et supérieur à ça. Alors là, ça m'a insupporté. Vraiment, ça. Ils ont toujours été punk. Hein. Ils ont toujours dit qu'ils venaient de là et que c'était une espèce de punk un peu extrême, on va dire. Ouais. Mais c'est sciemment. Hein. Oui. Après, là où j'entends le parallèle avec l'album dont on parle, c'est qu'effectivement, des fois, dans des riffs, etc., j'entends ce côté un peu punk, et ça m'étonnerait pas, effectivement, qu'ils aient un peu Mayhem dans les veines, BXN, et qu'ils se disent que des fois, un gros riff un peu simple et efficace à la punk, ça marche, comme les débuts d'un Celtic Frost, par exemple, hein, qui pour moi est très punk, finalement. Ouais. Complètement. Donc voilà, mais c'est vrai que Mayhem, après, il y en aura pas dans le podcast. Je suis pas assez connaisseur, c'est vrai, de Mayhem quand même. Je connais les grandes histoires et tout, mais en soi, musicalement, toute l'évolution, toute la richesse qu'ils ont pu déployer à un moment donné, je veux bien le croire. Voilà, je suis pas spécialiste, et en plus, il y a plein de moyens de parler de Mayhem sans parler de Mayhem, je trouve. La preuve. Voilà, c'est parti aussi. Et pour dire que c'est nul à côté de BXN, ça c'est tout bien. Et pour le coup, tu vois ce côté un peu punk ou black and roll là, qu'ils ont chez BXN, c'est peut-être ce qui participe le plus d'une identité finlandaise. Parce que ça, c'est quelque chose qu'on retrouve pas mal chez les Finlandais. Un côté efficace. Il y a une composante rock, en fait, souvent, même dans les groupes de black de cette scène-là, est très efficace et rentre dedans, en fait. Et il y a une grosse énergie dans BXN. Alors que Mayhem, c'est pas une... Comment dire ? T'as une volonté punk sans doute, mais le rendu, il est pas énergique du tout. Enfin, pour moi, c'est plus atmo qu'autre chose, en fait. Hein, on est dans des ambiances. Les ambiances, c'est incantatoire, c'est hyper nébuleux, quoi. Bon. Ouais, mais là tu touches du doigt quelque chose d'intéressant pour l'album de BXN, c'est que moi je le trouve incantatoire, l'album de BXN, mais je lui trouve aussi autre chose. C'est-à-dire que je peux l'écouter quand je suis dans un mood satanique, entre guillemets, tu vois, avec un verre de ginto satanique, bien sûr, pour écrire des choses très sataniques, ou au moins obscures et sombres. Et je peux l'écouter aussi, ou à un moment donné en soirée, avec des potes, ça passe, et là tu peux commencer à t'enjailler et à t'énerver dessus. Il fait être bangé, cet album. Hein. Il y a des passages où tu tapes du pied, où tu bouges la tête, sans te forcer, en fait. Il y a une
vie, quoi. Ouais, Ça devait bien rendre en live, du coup, toi qui les as vus, Seb. Mais non, je les ai ratés. J'étais dans la Tu les file as d'attente. ratés, pardon. Quand je suis arrivé sur le site, c'était fini. J'étais persuadé Donc que j'ai je les avais entendu vus. de loin et je voulais les voir. Et J'aurais puis été raté. curieux de savoir, parce que tu vois, c'est possible que cet album, il l'ait joué, mais avec un son peut-être un peu mieux. Ouais, des Parce fois. que en live, des Le fois, rendu du son que j'entendais avait l'air vraiment d'être propre. Hein. Ouais. Ouais. Mais après, parce bon, que j'étais loin. Donc, des fois, tu redécouvres des albums parce que tu les entends jouer proprement en live, justement, et qui prennent une autre dimension. Et je pense qu'en termes d'énergie, ça doit dépoter pas mal un Mais album c'est comme ça. peut-être le cas de Mayhem, parce que moi, on m'avait dit que Mayhem, même si on n'aimait pas, ils étaient quand même à voir sur scène, parce qu'on alors pouvait... c'est tout ou rien des fois. Hein. Tu peux avoir du très bon comme du très mauvais. Hein. Je les ai vus 3 ou 4 fois et ouais, bah moite-moite. Soit Ok. ça va être de l'excellence, soit catastrophique. C'est la loterie, ouais. C'est des Quand punks, il hein, était après, donc... Bah, c'est ça. sur la tournée où Attila était déguisé en lapin ou en cactus, c'était quand même pas. Ah, mais C'était je quand vais même les pas aimer, le en fait. mieux. C'était vraiment pas la meilleure tournée, quoi. Je les ai vus avec un son dégueulasse. Ils avaient tout mis sur le déguisement, tu vois. Ah ouais, bah oui, Vraiment, je sentais que le forcément. budget, c'était pas l'ingé son, c'était le déguise de lapin. Moi, il était même pas en cactus, et on aurait dit un sac poubelle avec des épines. Je me suis dit, mais comment? Enfin, pourquoi il fait ça, le mec? Et tous les soirs, il changeait de déguisement, Attila. Ah ouais, super quoi. Incroyable, incroyable. Je vous retrouverai les photos si vous les avez pas en tête. Eh ben, moi, je suis content d'avoir appris ça, parce que tout d'un coup, le groupe Ah ouais. a gagné en respect. Ah, il va l'aimer. Ah ouais, là, je vais aller voir, là, c'est sûr. Faut avoir des Je couilles, quoi. t'enverrai les photos. Et je les ai vus il n'y a pas si longtemps, et c'était une tournée justement où ils devaient fêter l'anniversaire des Mysteries, ils devaient fêter les 30 ans, Ouais. donc c'était l'an dernier. Et là, le son était excellent et ça pulsait, mais c'était vachement plus sobre visuellement. Ok. Bah, je les ai vus l'année dernière à Bergen là, pour les 40 ans, justement, le show des 40 ans. Absolument phénoménal. D'accord. C'était retracer toute la carrière de la fin jusqu'au début avec des projections, des photos d'époque et tout, Ah des ouais, extraits vidéo et avec des morceaux de chaque album, 2 à 3 morceaux par époque. Ouais. C'était absolument phénoménal. Hein, le meilleur Le- concert que j'ai pu voir l'année dernière, je pense. Oui, Enfin, c'est un complètement. groupe moi, qui force ce respect par le côté, pour le coup, ils sont pas endormis sur leur laurier. Ah Et oui. Ils se sont ils ont exploré. professionnalisés aussi. Ils jouaient beaucoup mieux, enfin, à l'époque d'Es Ah Crush. bah oui, oui. Et puis les musiciens qu'ils ont maintenant aussi, les gratteux notamment, enfin, c'est des très très bons musiciens. Il y en a d'excellents un qui musiciens. joue avec David Vincent, d'ailleurs, là, pour le groupe Ultimas, il me semble. Là, je crois, ouais. Ouais. Merde, comment il s'appelle? Alors Je l'avais. non, parce que chez Non Ultimas, c'est justement Blasphemer. C'est un. Ouais. Ah, c'est non, l'ancien guitariste c'est de Mayhem, l'ancien effectivement, de Blasphemer. Mayhem. Exact. C'est Rune Eriksen. Exact. Et on Ouais. reconnaît cette touche du Mayhem d'il y a un peu longtemps. Ouais. Et Ultimas, c'est très très bon. Non, les deux nouveaux là, ils ont d'autres projets, mais c'est des mecs qui sont de la génération vraiment suivante. Je Oui. sais plus dans quoi d'autres ils jouent, mais Mais il y en a un qui a joué dans Cradle à l'époque, je sais. Qui Ouais, a joué dans ok. Cradle et qui est chez Mayhem maintenant, mais non, franchement, des très très bons musiciens. Pour en revenir sur BXN, là aussi, je trouve que c'est un groupe qui a eu une volonté de proposer autre chose à un moment donné. Et c'est là où les fans se sont un peu divisés ou ont un peu lâché l'affaire. Ils ont fait un 3e album. Comment il s'appelle d'ailleurs? Attends, je vais te le dire. My Soul for His Glory. Voilà. Donc ils donnent leur âme à Satan. Mais leur 3e album amorce il est assez clivant de ce que j'ai compris. Il y en a qui considèrent vraiment que c'est un autre chef-d'œuvre du groupe, et d'autres qui considèrent que c'est le début de la fin. Enfin, en tout cas, quand on voit les chroniques, soit françaises ou à l'international, il y a vraiment ce clivage. Et alors moi, c'est un album que j'aime bien, mais là pour le coup, beaucoup plus d'ambiance, beaucoup plus posé, beaucoup moins bourrin, et une production très propre pour le coup. Là, tout est vraiment très lisible. Et on sent que c'est un peu comme si eux-mêmes avaient senti qu'avec leur second album, ils avaient un peu fait le tour, on va dire, du True Black, et qui voulaient pas non plus rester sur leur laurier. Alors le problème du 3e album, c'est que je trouve qu'il a quelques longueurs, il maîtrise pas encore le côté ambiant. Voilà. Et pour moi, leur résurrection, parce qu'ils ont fait un autre album et que j'ai pas du tout
j'ai pas accroché, je l'ai trouvé assez superficiel. Comment il s'appelle cet album? Un peu pas ouf. Diabolic Emanation, non. Nightside Nightside Emanations. Emanations, voilà. Bon, j'ai pas du tout accroché à Nightside Emanations. C'est dommage, je voulais l'aimer parce que j'étais tombé amoureux de la pochette. Oui, elle est jolie, c'est vrai. Et elle est incroyable. C'est sorti chez DB Mur Morty, ça. Ouais, des Mur Morty, ben oui, c'est-à-dire le label dit tout aussi. C'est-à-dire que quand ils ont signé chez des Mur Morty, c'est que ça y est, ils voulaient plus simplement faire du true black metal tel qu'on l'a défini là en parlant de l'album. Ils voulaient faire quelque chose de plus réfléchi, de plus froid aussi, peut-être, de plus mystérieux, ésotérique, en évitant quand même les clichés, pas les archétypes, mais les clichés. Mais vraiment pour moi, là où ils sont revenus en force, c'est avec l'album de 2016, Poisonous Path. Après, ils ont plus rien fait depuis, ça va faire 9 ans, et je trouve dommage parce qu'ils avaient gagné enfin pour moi ils étaient vraiment revenus en force. Et je me demande bien aujourd'hui ce que le groupe compte faire. Est-ce que c'est un manque de temps, un manque d'investissement, un manque de passion ou d'intérêt peut-être pour la musique aujourd'hui dans leur vie? Je ne sais pas, mais en tout cas, je guette. C'est vraiment un groupe que je guette, BXN. Ils ont rien sorti depuis un moment, effectivement. Ouais, ils ont rien sorti, alors qu'ils ont quand même, ils ont clivé, ils sont fait chier dessus, parce que justement, ils proposaient une musique qui allait être un petit peu différente, où ils rentraient dans ce jeu, pas du post-black, mais ok, on va embrasser une certaine modernité, on va essayer de proposer des ambiances, on va essayer de proposer des arrangements un peu différents. Ils se sont fait chier dessus, ils sont revenus en force pour moi en 2016, et là, c'est pour, entre guillemets, pour Ah, rien. mais c'est le syndrome de plein de groupes qui partent dans un sens, qui explorent, et puis après, quand ils reviennent à l'ancienne formule, ou la formule du départ, celle qui avait plu, est-ce que les gens les ont vraiment attendus? Est-ce que vraiment ils sont prêts à repartir avec eux? Il y a un milliard de groupes qui ont ce syndrome-là. Oui. Dans les super connus, Paradise Lost, Moonspell. Ouais, mais Paradise Lost, ils ont quand même leur base qui les suivra, et une base bien solide, quand même. Ah ben oui, parce qu'ils sont énormes en fait. Mais tu vois que dans le principe, ils ont fait ça. Ils ont exploré, ils sont revenus au départ. Ouais. Et ils ont paumé des gens. Ils ont eu des nouveaux fans, mais ils en ont paumé un peu. Il y a des gens qui restent accrochés comme une moule à un rocher aux 3 premiers albums et qui n'auront jamais écouté les derniers, alors qu'ils peuvent être aussi bien. Et là, à mon avis, tu vois, BXN, déjà, ils ont commencé un peu sur le tard. Si on se dit par rapport au style et par rapport à l'année où ça sort. Puis ils explorent d'autres choses, ils sont chez BMUR, ok. Est-ce qu'ils avaient vraiment une fanbase du deuxième album suffisante pour dire « Ah super, en 2016, on a réécouté et ça nous a plu ». Ils ont peut-être, je sais pas, tu vois, c'est peut-être des gens qui ont un succès beaucoup trop relatif pour être super motivés, pour tourner beaucoup, continuer à composer. Peut-être que ça s'en tient au petit groupe sympa qui fait un peu comme il l'entend, sans grande ambition, quoi. Enfin, oui, et c'est vraiment dommage parce que pour moi, ils étaient revenus avec un propos, on va dire traditionnel, mais un peu renouvelé quand même. Et ils avaient retrouvé une inspiration, quelque chose d'assez fort. Et du coup, je suis un peu emmerdé parce que c'est vraiment typiquement le genre de groupe que moi j'ai envie d'aller soutenir, etc. Malgré tout le côté, on va dire, qui révolutionne rien, etc. Je trouve qu'ils font toujours les choses quand même avec un intérêt pour la musique, comme le gars de Satyricon, je sais plus comment il s'appelle, disait voilà, nous pendant que des mecs cramaient des églises, nous on répétait, on essayait de peaufiner les compos, de voir ce qui allait pas, on a jeté beaucoup de riffs, etc. BXN, j'ai l'impression que c'est un peu ça. Je trouve que c'est vraiment des bosseurs au niveau de la musique. Les mecs, ils vont pas lâcher la compo en se disant ouais non mais là c'est bon, vas-y. Je suis toujours peiné de voir que quand des groupes reviennent un peu après des années un peu de galère parce qu'ils ont eu une certaine audace, certes
c'était pas toujours très bon, hein. Moi, le Nightside Emanation, je trouve pas que c'est un bon album, mais il a des choses intéressantes. Et ils reviennent en disant, ok, voilà, on fait du black avec cet aspect un peu, pas expérimental, c'est un grand mot, mais avec un aspect, on va pas se gêner pour avoir des libertés avec le genre, tout en proposant une ambiance quand même très black metal. Ils le réussissent, pour moi, c'est un essai, et après, il n'y a plus rien. Et là, je suis en fait un peu triste pour eux, parce que je me dis que leur retour, il a été réussi, du néant ensuite. Et c'est ça qui m'énerve à moi, ça. Voilà. Alors qu'on a les groupes qui font toujours les mêmes albums, et tout le monde est content, enfin, bon, voilà. Mais... Pour le coup, on n'est pas dans la désacralisation, là, on est plutôt dans l'encouragement et la sacralisation d'un groupe. Oui, de sacralisation, méconnu. Ça sonne métal extrême. Ouais. Non, là, c'est de la réhabilitation, là. C'est ce groupe, il est bien, quoi. Voilà. Non, mais oui, je réhabilite parce que quand même, moi, ils m'ont mis un sacré coup dans la tronche avec l'album de 2016, que j'ai pas découvert en 2016, mais quand je le mets en recul par rapport à cette période-là, avec tous les groupes qui avaient débarqué, je recite encore Despel Omega, qui avait révolutionné le genre et tout, j'ai trouvé couillu cette proposition. J'ai trouvé qu'elle était ultra équilibrée dans cet aspect true black, mais modernisé avec des arrangements qui sont pas true black. Et franchement d'être applaudi et remarqué pour ça. Ça fait 9 ans que le groupe n'a rien fait. Je sais pas si le groupe tourne encore d'ailleurs. Je sais pas du tout non plus. Mais en termes de production, il n'y a pas eu d'album après. Et c'est dommage parce que j'ai le sentiment qu'avec l'album de 2016, ils avaient un peu retrouvé une lancée, un nouveau souffle. Ça, c'est mon petit instant. Ouais, on est bien d'accord. C'est les 2 albums que j'ai le plus écoutés d'ailleurs. Hein, ouais. Le deuxième et le dernier. C'est ceux qui m'ont paru le plus intéressant sur vol. Ouais. Le troisième est pas mal, je conseillerais toujours un petit peu quand même le troisième. Et je sais qu'ils ont fait un EP peut-être entre le troisième et le deuxième aussi, qui est rigolo, je dirais. Enfin, rigolo dans le sens qui s'écoute quand même. Et dont on voit une certaine évolution aussi. Mais le troisième, pour saisir vraiment la direction où il commence à vouloir aller. Sans que ce soit aussi indigeste qu'un Nightside Emanation, qui a trop de problèmes de composition. Bon, ben voilà, du coup, qu'est-ce qu'on valide BXN, le deuxième album, complètement. Il mérite. Il est validé. Il est validé, bon, ouais, super. Très bien. C'est bien, ça me fait plaisir de parler, pour moi, du genre black metal, où j'ai beaucoup de griefs quand même, à la fois dans les intentions musicales et à la fois parce que je trouve que c'est une scène où il y a quand même beaucoup de connards aussi, désolé. Et je trouve bien à un moment donné de dire ouais, mais ce groupe, cet album, quand même, là on peut pas passer à côté, quoi. Voilà. Donc ça me fait plaisir de parler black metal quand même. Il me semble que BXN a brûlé aucune église et tué personne. Donc non. Alors déjà, il me semble qu'au niveau du pédigré, du CV des gars, effectivement, on n'est pas sur une merditude 1000. Effectivement. Après, à la rigueur, moi j'ai envie de dire, si c'est des connards, les gars, bon, c'est pas que c'est leur problème, mais un peu, ça va pas m'empêcher d'écouter et d'apprécier, pas du tout. Mais là, en l'occurrence, même si c'est des connards, admettons que c'est des connards, effectivement, c'est ni des assassins qui sont sans respect pour la vie, hein, voilà, ni des gens qui ont cru intelligents et ont cru que c'était un acte de résistance et de rébellion de cramer des lieux de culte. Voilà. Donc effectivement, on peut penser qu'ils sont un peu plus intelligents que la moyenne dans cette scène-là. Voilà. Et je dis ça à la fois par provocation et à la fois pas provocation non plus. C'est-à-dire, je pense qu'il y a vraiment des azimutés aussi. Voilà. Bon, c'est le mot de la fin, du coup. Je crois que c'est le mot de la fin, ouais. L'église, mes petits sataniques. C'est très important. Et faites des albums à la Despel Omega où vous démontez les préceptes chrétiens, mais avec là une profondeur de pensée pour le coup. Et c'est ce qui manque des fois à BXN, je trouve, c'est cette profondeur de pensée, pas seulement dans l'ésotérisme, etc. Mais Despel Omega, c'est un groupe qui arrive quand même à rendre le tragique de la condition humaine. J'emploie de grands mots, mais c'est vraiment ça.
Il y a vraiment ce côté-là. Et BXN, c'est vrai qu'ils y sont pas. Ils sont dans le worship Satan. Et c'est ça, pour moi, le gros reproche que j'aurais à faire à ce groupe, c'est ça. Voilà. Ok. François, tu veux rajouter quelque chose? Ouais, non, mais je pense que c'est un groupe qui fait passer la musique avant tout, en fait. Et que c'est un support. La thématique est un support Oui, pour alors que qu'il y a des groupes, que c'est des l'inverse. musiciens. Eux, c'est des musiciens qui se font plaisir et la thématique, elle accompagne ce qu'ils ont envie de jouer. Mais tout le monde n'a pas envie de se prendre la tête sur des paroles et des concepts complexes, en fait. Alors, il y a ceux qui l'assument pas, qui font des trucs ultra métaphoriques, mais en fait, qui veulent strictement rien dire et qui vont dire ouais, mais c'est la quadruple lecture et tout machin, c'est très profond. Moi, j'aime bien quand les gens assument. Hein. J'en ai croisé pas mal, hein, y compris sur la scène française, qui disent non, mais les paroles, en fait. On s'en fout un peu, quoi. Enfin, moi, j'ai envie de faire de la musique. À un moment, c'est cool d'avoir un mec qui chante dessus parce que ça fait partie de la musique aussi. On comprend rien à ce qu'il dit, mais de toute façon, ça ne veut rien dire non plus. Donc, voilà. Mais tout le monde ne l'assume pas. Voilà. Je pense que chez BXN, il ne faut pas aller chercher non plus trop loin. Et même la deuxième partie, qui peut paraître plus mystique ou autre, bon, c'est peut-être des métaphores pour que ce soit moins frontal, mais est-ce que vraiment il y a un sens Oui. C'est pas ultra lettré ou philosophique, quoi. Oui, tout à fait. Oui, dans tous les cas, il se rattache à une forme d'esthétisme, de culture un peu ésotérique, etc., mais sans non plus venir l'interroger, sans en extraire un discours personnel aussi, parce que en fait, tout ça, c'est des outils pour construire, toi, un peu ce que tu veux, si tu as cette ambition. Tous les groupes l'ont pas, bien sûr. Mais ouais, tout à fait. Ouais. À mon avis, ils l'ont pas. Mais c'est pas du tout un reproche. Oui. Je pense que la musique s'autosuffit clairement sur. Je suis content de l'avoir du coup découvert sur le tard parce que oui, il est ancré dans une époque, c'est clair. Mais franchement, c'est une pépite qu'il faut redécouvrir. Voilà, BXN, comme on disait tout à l'heure, n'a peut-être pas le succès qu'il mériterait. Il est un peu passé aux oubliettes. En plus, quand tu sors pas d'album depuis tellement longtemps, forcément, t'es un peu oublié avec toutes les sorties qui arrivent sur le marché, tous les nouveaux groupes. Mais clairement, c'est bien de se replonger là-dedans et surtout cet album-là, parce qu'il, franchement, il vaut qu'on y jette une oreille. Yes. Et bah, du coup, si tu l'as aimé, moi je te conseille quand même The Poisonous Path. Ben oui, j'irai écouter ça, effectivement. Ouais. Tu me diras ce que t'en penses, mais pour moi, c'est la version 2.0 de By the Blessing of Satan, on va dire. D'accord. Ça le remplace pas du tout. On voit que le temps a fait son œuvre et qu'ils ont mûri aussi en tant que musiciens et qu'ils sont restés quand même profondément attachés à cette idée de black metal des années 90. Voilà. Ouais. Donc je pense que tu l'apprécieras. Ouais. J'irai écouter ça. Ok, ben merci beaucoup du coup pour avoir participé à ce podcast qui en a vu des vertes et des pas mûres. Il a été long à mettre en place celui-là. Ouais. J'ai galéré moi en plus au début. Hein. Bon. Ben merci François de ta participation. Ok, très bien. Ben merci à vous pour votre participation et puis à très bientôt. Hein. Ouais, merci beaucoup les gars. Ciao. À bientôt. Salut. Allez, salut.